Allô tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo en fait où je vais vous faire un résumé des outils que j'avais créés pour le jeu. Et juste en fait de revenir là-dessus plus en détail vu qu'au cours on en manquait un peu de temps et j'ai dû passer assez rapidement dessus. Surtout que j'ai des nouveaux outils qui sont arrivés aussi, ben, en fait un en particulier qui est la zone de cachette en fait qui peut être comme des hautes herbes dans votre jeu. Fait qu'on va y aller en ordre puis on va tout placer ça. Je pense qu'on va commencer si on regarde en fait dans le début. Je rappelle que pour aller chercher les outils, c'est dans le dossier All, comme ça, le dossier Content, ici. Puis vous avez différents dossiers, dont votre Work Folder où il y avait votre niveau. Puis au début, ici, il y a Blueprint. J'ai pas rentré très en détail la dernière fois quand on parlait de ça, quand on parlait de l'interface d'Unreal, mais les blueprints, concrètement, c'est l'équivalent des scripts dans Unity. C'est l'endroit, en fait, où il y a du code. Il y a différents types de blueprints dans Unreal, puis si jamais on a l'occasion pendant un cours, je vous reviendrai dessus. Mais concrètement, il y a trois types de blueprint principal. Le numéro un le plus utilisé est l'actor. C'est celui qui permet en fait de vraiment faire les choses de base qu'on va trouver dans les niveaux, comme par exemple une hide zone que je peux drag and drop à l'intérieur. Après ça, on a les characters ou les pawns qu'on utilise pour faire les IA. En fait, c'est les blueprints qui peuvent avoir un controller à l'intérieur. Puis finalement, on a les widgets qui sont tous utilisés pour qu'est-ce qui touche au UI. Mais ça, vous n'aurez pas besoin de les toucher. Fait, commençons par notre IA. On va faire un truc avec un pad vraiment simple, juste pour rappeler comment ça fonctionne. Euh, Si on est comme ça actuellement, là j'ai mis des IA en zone d'exemple ici. Puis comme j'avais parlé la dernière fois, pour qu'une IA fonctionne, elle a besoin d'un path, un endroit en fait où l'IA peut se déplacer. Et pour ça, en fait, pour le voir ce path-là, en fait, on appuie sur la lettre P comme papa du clavier. Fait que si j'appuie sur la lettre P, en fait, vous pouvez voir que toute la zone verte ici est la zone de mon navmesh dans laquelle mes IA peuvent se déplacer. Ce que vous voyez là, c'est comme vous voyez, j'ai placé un petit bloc ici comme bloquant dans le navmesh. Puis on voit que la zone ici se découpe en vert. Ça veut dire que mon IA ne peut pas aller dans cette zone-là parce que même s'il considère qu'il y a du navmesh ici, il y a une séparation entre le navmesh, en fait, entre les deux sections de navmesh. Fait qu'il n'y a aucune possibilité pour mon IA de se rendre à ces deux endroits-là. Fait que quand vous placez plusieurs éléments avec votre navmesh, faites attention de séparer les éléments que vous voulez séparer, mais aussi vous assurez-vous, si votre IA bloque quelque part, que c'est potentiellement parce que son navmesh est bloqué à cet endroit-là. Fait qu'on va d'abord s'ajouter un petit navmesh ici. Fait que là, si vous ouvrez votre section Place Actor, je rappelle, pour ouvrir ce menu-là, on va dans l'onglet Window en haut, puis on va chercher Place Actor ici. Une fois que votre menu est ouvert, ici, vous avez plein de sections différentes. Puis si jamais vous tapez ici, vous allez taper sur Navmesh. Puis vous avez le Navmesh Bound Volume ici, qui est le volume qui permet de créer la zone verte. Il y a plein d'autres types de mèches qui permettent par exemple de faire des liaisons en deux zones dans des endroits précis ou de bloquer des zones en particulier sans mettre un objet. Puis toutes ces affaires-là, je pourrais y revenir si jamais vous êtes intéressé à ce qu'on en parle pendant un des cours. Fait ici, on va commencer par scale notre navmesh. En général, on peut utiliser un seul navmesh dans une zone. Ça dépend si vos ennemis voulaient que vous se déplacent. Le navmesh a de la hauteur aussi. C'est vraiment une zone de collision. Fait que si jamais je l'étire trop par là, comme vous voyez, il va être séparé ici. Fait que si je veux qu'il soit vraiment toute la zone, il faut que je l'étire en hauteur, comme ça, pour que ça fonctionne. Mais moi, j'ai pas besoin, fait que je vais le garder relativement plus mince, comme ça ici. Fait que là, on a toute cette grande zone-là, ici. Maintenant, je vais utiliser une de mes IA à l'intérieur. Là, pour l'idée, en fait, que je vois, c'est les deux IA fonctionnent de la même manière pour ce qui est des placements des points, mais que je vais utiliser le Flying AI parce que c'est notre IA de surveillance, un peu. Fait qu'on va pouvoir jouer un peu avec ça pour la zone de cachette. Fait que le Flying AI ici, je vais le prendre puis je le drag and drop à l'intérieur. Si jamais j'ai ça actuellement, puis je fais play, comme ça, puis on va pour regarder notre AI. Comme vous voyez, elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce que même si j'ai mis un navmesh, dans le code actuellement, mon IA essaie de trouver
en fait, des path points, un point de patrouille qu'elle va pouvoir suivre, un peu comme les IA qui sont là-bas ici. Fait que pour qu'elle puisse l'utiliser, il faut en setuper un. Fait qu'on va commencer par ça. Hop, voilà, ça ici. Puis, fait que là, on va ouvrir notre content drawer ici. Puis, on va aller dans le dossier Blueprint AI puis PathPoint. Dans ce dossier-là, comme vous voyez, il y a trois types de systèmes différents en plus des tasks. Les tasks ici, vous n'avez pas besoin d'en utiliser, c'est juste des trucs qui sont utilisés dans le behavior tree de l'AI, qui est sa manière en fait de suivre les différentes directions que j'y donne. Mais les trois blueprints que vous avez besoin, c'est les trois, en fait, le cube de couleur puis les deux cercles. Fait qu'est-ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va commencer par placer le chemin qu'on a envie d'avoir. Fait que là, il y a deux points différents. Le walking path, c'est le chemin, en fait, que votre IA va faire en déplacement. Fait que si j'ai un walking path, je dis, OK, mon IA, je veux qu'elle commence par aller là, ici. Après ça, elle s'en va là. Puis après ça, je veux qu'elle fasse un petit cercle, comme ça, en allant là. Puis finalement, qu'elle parte vraiment plus loin par ici. Donc, c'est notre petit chemin, comme ça. Là, ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est donner une direction de vue à l'AI. Fait que concrètement, si on regarde mon IA actuellement, si jamais j'ai fait commencer par ce pas de pointe-là, ici, ben, elle va se tourner pour aller dans la direction de ce pas de pointe-là pour se rendre. Mais imaginons que le pas de pointe, une fois qu'elle arrive ici, j'ai pas envie que mon IA regarde dans cette direction. Je veux qu'elle regarde dans cette direction-là. Ben, il faut que j'y dise ça, de regarder dans la direction vers là-bas. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre un view path ici, puis on va le déposer là comme ça ici. Pour l'instant, j'ai pas prévu le code qui permet d'ignorer le view path et de pas en mettre. Fait que même si vous voulez pas changer la direction de vue de votre IA, placez-en toujours un, sinon ça fonctionnera pas. Votre path va être buggé. Fait que si jamais vous n'avez pas envie que votre IA change de direction, ben mettez le viewpad dans la même direction d'où est-ce qu'elle regarderait normalement. Fait qu'après avoir regardé là, mon IA, elle va s'en aller par là. Fait que là, vu que j'ai pas envie qu'elle change de direction, je vais mettre un viewpath dans cette direction-là ici. Comme ça. Voilà. Là, dans cette direction-là, moi, je veux qu'elle regarde dans la direction-là pour on peut regarder un peu tous les côtés. Fait que je vais mettre ça là ici. Puis finalement, la direction-là, je vais en mettre un comme ça ici. Voilà. Fait que là, c'est beau d'avoir tout ça, mais même si j'ai déposé mes différents points, en ce moment, mon IA, elle sait pas qu'elle doit suivre ces points-là. Et c'est là qu'en fait, le Patrol Path System arrive en jeu. En gros, la manière que mon code fonctionne, c'est que mon IA, ici, est lié à un Patrol Path System. Et ce Patrol Path System-là a pour job, en fait, de contenir les différents Patrol Points. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer par draguer un path system. Vous pouvez le mettre n'importe où dans votre niveau, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que votre path point soit dans le même sous-niveau que vos autres path paths puis votre AI. Fait que là, pour l'instant, c'est facile parce qu'on a un seul sous-niveau puis tout le monde travaille la même chose. Mais plus tard, quand on va travailler plus avec plusieurs sous-niveaux, on va en avoir un qui va s'appeler gameplay, puis où il va y avoir les objets de programmation à l'intérieur. Puis on va s'assurer que notre AI, tous nos points et notre Patternpod system soient dans le sous-niveau gameplay. Mais là, on est tous dans le même sous-niveau, fait qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Fait que là, si on regarde dans le Patternpod, si on clique en fait sur le Patternpod system, ouais, voilà. Si vous regardez, c'est pratique. Dans la section Default, ici, vous avez deux en fait éléments qui sont ressortis, qui sont des variables, qui sont faites pour contenir vos différents path points. Fait que le walking path, fait que là, si je regarde mon walking path, j'en ai 4 ici. 1, 2, 3, 4. Fait que là, je vais ajuster ça 4 fois. 3, 4, comme ça. Fait que là, je vais, à peu près ça, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous pouvez soit les sélectionner directement en faisant, mettons, walking path comme ça, puis aller chercher walking path. Mais là, ça peut être mêlant rapidement parce que ben j'en ai ailleurs dans mon niveau. Comme ça.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la petite pipette, ici, qu'Unreal nous donne, qui est un peu comme une sélection de couleurs de Photoshop. Puis quand on clique dessus, ben après ça, on peut aller cliquer ailleurs. Fait que là, ben, je peux dire, OK, ben rends-toi au Walking Path 5, comme ça. Après ça, ben, je peux dire, OK, parfait, ben, après ça, je veux que tu ailles au path 6, puis après ça, au path 7. Puis là, imaginons, OK, que avant d'aller par là-bas, celui-là, j'aimerais que mon AI revienne à ce path point-là ici. Vous n'avez pas besoin de faire un autre pathward path. Vous pouvez resélectionner le même si vous voulez. Fait que là, par exemple, je pourrais resélectionner là ici, puis mon AI, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va faire d'abord ça ici, après ça, elle va aller là, après ça, elle va aller là, puis avant d'aller là-bas, elle va repasser ici, parce que je l'ai mis une autre fois. Fait que là, on va rajouter notre dernier point qui nous manque, comme ça ici, et l'ajouter là. Fait que vous pouvez jouer avec des différents allers-retours pour votre patrol point, puis avoir votre AI vraiment faire un chemin où elle passe plus souvent pendant sa patrouille à un endroit particulier. Vous avez par exemple un endroit que vous voulez vraiment que votre AI surveille par rapport aux joueurs, ben, pour qu'il soit plus challengeant, ben, vous pouvez s'assurer, mettons, que l'entrée d'un pont ici, ben, je voudrais que mon AI passe plus souvent proche du pont pour le surveiller. Fait que là, on va faire la même chose avec le viewpot. Si jamais vous voyez que votre IA regarde dans une direction qui n'a pas rapport pendant qu'elle est marché là, mettons qu'elle arrive à ce point-là, puis au lieu de regarder à ce point-là, elle regarde par là-bas. Ben, c'est probablement parce que vous avez rentré votre viewpot dans le mauvais ordre. Fait que toujours vérifier l'ordre de vos pattes. Normalement, si vous avez placé toujours l'un à côté de l'autre, votre patte devrait avoir le même chiffre à peu près. Fait que, mettons, si je sélectionne mon viewpath ici, ben, viewpath 5 a le même un numéro que walking path 5. Fait que si vous placez toujours l'un après l'autre, ben, ça se peut qu'il y ait tout le temps les mêmes numéros. Fait que c'est plus pratique, en fait. Mais si vous avez placé d'autres viewpaths ailleurs, ben, ça se peut là que ça soit mélangeant. Euh, Après ça, ben, on a ce viewpath là ici, ce viewpath là là. Après ça, on revient au path qu'on met ici, comme ça. Puis aussi ici, si j'avais voulu, mettons que quand mon IA revient la deuxième fois, au lieu de regarder par là-bas, elle allait regarder par là-bas, ben j'aurais pu mettre un autre viewpath là, puis changer le numéro du viewpath qui est ici, comme ça. Mais il faut juste faire attention parce que des fois, quand les joueurs prennent l'habitude que quand un ennemi est à ce point-là, il regarde dans une direction, ben ça peut le mélanger qu'il regarde dans l'autre. Fait que faites juste attention à ces choses-là. Et finalement, notre dernier pas de pointe ici. Fait que là, on a tout ça. Puis j'ai mon PowerPoint. Fait que là, tous mes points sont contenus à l'intérieur de ce pas de pointe système. Mais après ça, il faut quand même que je connecte mon pas de pointe système à mon AI. Fait que ça, c'est assez facile. Si vous allez cliquer sur votre AI puis vous descendez, il y a encore la section qui s'appelle Default, comme ça, qui contient le patrol path. Fait que vous pouvez rajouter un array, comme ça, puis aller sélectionner votre patrol path comme ça. J'ai pas encore eu le temps de le faire parce que en fait, je suis juste occupé cette semaine. Mais la raison pour laquelle vous pouvez faire un patrol path array et rajouter plusieurs path point system, c'est que j'ai l'intention de rajouter un trigger en programmation que quand votre joueur passe dedans, ça change le patrol path de l'AI. Fait que vous allez pouvoir avoir plusieurs patrol paths à plein d'endroits différents puis avoir le même AI se déplacer à ces différents endroits-là si vous voudrez. Mais c'est pas encore implémenté. Fait que pour votre premier pitch de niveau, si vous voulez vraiment, vous pouvez le prévoir ou mettre une deuxième AI pour le remplacer en attendant. Euh, mais vous l'aurez pas tout de suite en programmation. Fait que là, maintenant, si je fais play, comme ça, puis qu'on regarde notre AI, comme vous voyez, on la voit se déplacer doucement, puis se rendre aux différents points qui sont demandés. Je vais pas trop me rapprocher parce que si elle me détecte, elle va arrêter pour me regarder. Là, elle sera au fond là. Là, avant d'aller là-bas, elle va revenir au point le plus proche, comme ça ici. Finalement, elle revient là. La manière que le path point système est fait, c'est que c'est un mode de loop. Ça veut dire que le path point, en fait, il va toujours automatiquement recommencer concrètement. Fait que si jamais vous n'avez pas envie que votre AI recommence une loop et vous voulez à la place qu'elle fasse, admettons, le chemin inverse, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est à rajouter en programmation, en fait,
du Petrolpad System, plus de Array, comme ça ici, plus en faisant un bouton plus, puis de faire votre chemin inverse en allant sélectionner, comme ça. Fait que maintenant qu'on a seté, là, vous avez une AI de base qui est fonctionnelle. Je rappelle rapidement, mais on a deux types d'AI différents dans le jeu. Cette première-là que j'ai mis Flying Head, c'est une AI qui fait juste du bruit quand on détecte. Fait que si jamais on se rend, comme ça, pour aller se faire détecter, l'AI va faire un bruit au moment de la détection. Comme ça ici. C'est pas agressant, mais je vais arrêter ça. Mais l'AI, en gros, après ça, quand tu es détecté, elle va te suivre à chaque fois que tu changes de son champ de vision pour essayer de continuer de te détecter. Fait que le joueur n'a pas le choix d'essayer de s'enfuir rapidement. Et ce bruit-là, en fait, est entendu par un autre type d'AI qui est ici le Wendigo. Le Wendigo a une ouïe très développée et quand cet AI-là lance un bruit, le Wendigo est automatiquement alerté et va se rendre à la position actuelle du joueur. Fait que le joueur doit réussir à s'enfuir, en fait, en échappant à la détection avant. Aussi, ces AI-là ont un seul point de vie. Fait qu'ils peuvent se faire tuer avec une seule flèche, comparé au Wendigo, lui, qui est quasiment immortel actuellement. Oui, la dernière chose que je voulais vous dire aussi par rapport au pot point, c'est que dans le walking path de votre pot point, vous pouvez aller setter un wait time, comme ça ici. J'avais oublié de vous le dire, mais en gros, si je sélectionne mon pot point ici, puis je dis OK, mon AI, je veux qu'elle reste en surveillance à cet endroit-là pendant 4 secondes, en fait. Ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est que quand on va être rendu à ce pas de pointe-là, l'AI va attendre dans ce point-là pendant 4 secondes avant de passer au prochain point. Fait que vous pouvez laisser aucun temps d'attente à aucun point si vous voulez, ou au contraire, vous pouvez mettre plein de temps d'attente à plein de points. C'est à vous de voir où est-ce que votre AI veut s'arrêter. Mais comme je disais, admettons, ici, si jamais je veux qu'il surveille l'entrée, en fait, d'un chemin, puis je veux qu'il reste ça pendant 4 secondes, comme ça le joueur le voit, puis il doit se rester caché pendant 4 secondes, puis quand l'IA s'en va, ben, il a le temps de passer. Fait que c'est pas mal la globalité pour les AI, mais concrètement, comme je disais, cette AI-là sert à alerter, et c'est cette AI-là qui fait des dégâts aux joueurs. Fait que c'est à vous de jouer avec ces deux points-là ensemble. Ensuite, on a un autre. Si on passe à la suite de nos blueprints, AI, ici, j'ai un item pickup. En gros, ceux-là sont très simples. Vous avez un groupe d'arrows, fait qu'en gros, un groupe de flèches. Vous avez des flèches simples, puis vous avez l'arc en tant que tel. Comme vous avez marqué en pesant play, le joueur commence pas avec l'arc. Fait que dans ce niveau-là, le joueur a l'arc au début. Fait que ce que vous avez fait, c'est que vous avez juste à mettre le pick-up du fusil juste à côté de votre player start. Comme ça, je vais le ramasser en commençant le niveau, puis on va pouvoir continuer après. Mais dans d'autres niveaux, votre joueur ne commencera pas avec son arc, puis vous allez devoir le placer ailleurs dans la scène. C'est pour ça qu'il y a cette différence-là. Le group d'arrow, ici, ouais, puis le gomme, vous avez juste besoin de drag and drop, là. C'est tout du drag and drop. Quand c'est déjà placé collision, fait que quand je vais passer dedans, je vais pouvoir le ramasser. Il n'y a rien d'autre à changer dedans. Pareil pour le arrow, c'est juste une flèche simple, fait que vous pouvez la laisser de même, vous pouvez la tourner, je vous avais montré rapidement, vous pouvez créer des scènes un peu comme s'il y avait des flèches plantées à des arbres ou autre, puis quand le joueur passe dessus, ça y ajoute une flèche dans son inventaire. Puis finalement, vous avez le Arrow Group, qui est comme un peu une plus grosse récompense de pick-up, mais c'est un peu comme un carquois de flèches. En gros, vous pouvez changer le nombre de flèches à l'intérieur. Si vous allez toujours chercher la section Default, ici, vous pouvez augmenter puis donner un nombre de flèches que vous voulez. Le joueur a un maximum de 10 flèches dans son inventaire, fait que ça sert à rien d'en mettre genre 11 parce que ça fonctionnera pas. Euh, Fait que vous pouvez mettre, comme je disais, le nombre de flèches que vous voulez. Évitez de trop en mettre parce que si vous en mettez trop de flèches, ben après ça, le challenge du nombre de projectiles est un peu effacé. C'est le mieux, c'est d'en répartir un peu partout pour forcer le joueur à se déplacer. Ouais, pour ça, fait que là, c'est votre pick-up pour principal du joueur en termes de munitions, etc. Ensuite, widgets, vous n'avez pas besoin de toucher, comme je disais, ça c'est la vie, la stamina du joueur puis son nombre de flèches qui sont affichées. Ah oui, dernière chose que je voulais dire, de base, j'ai donné 5 flèches aux joueurs pour les tests. Si au début de votre niveau, vous voulez que le joueur ait plus de flèches ou une flèche, etc., normalement, dans un jeu, c'est quelque chose qu'on est capable de setter.
je ne l'ai pas encore programmé. Fait que si au début de votre niveau, tu dis, OK, tu es censé avoir 2 flèches, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 flèches au début pour en avoir juste 2, puis commencer le niveau comme vous avez prévu que je commence. Si vous avez rien prévu de spécial, je vais juste continuer avec le nombre de flèches de base. Ensuite, on arrive ici, puis il reste 3 blueprints à voir. Le premier, c'est le checkpoint. Ici, le checkpoint, comme j'en ai parlé, en fait, c'est une zone qui permet la réapparition du joueur. En ce moment, qu'est-ce que je fais, c'est quand le joueur meurt, il est téléporté, en fait, à son checkpoint. Le premier checkpoint de base, c'est le checkpoint du player start. Fait en fait, ici, une fois que le joueur va être passé dedans, ce checkpoint-là va disparaître, être supprimé. Euh, Puis il va remplacer en fait la zone de port. Puis la zone de point exacte du spawn, c'est la sphère au milieu. Comme vous avez peut-être pu remarquer, si jamais j'essaie d'étirer le pas de point, ça fait une affaire bizarre avec la balle de même. Si jamais vous voulez vraiment garder ça plus propre, comme ça, quand vous allez dans les details, ici, vous avez un petit menu que vous pouvez étirer, ici, sur le côté. Puis, il y a les 2 éléments qui sont à l'intérieur. Il y a la zone de collision, qui sert à détecter que le joueur est passé au checkpoint. Puis, il y a le spawn point, qui est là-bas au milieu. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner directement la zone là, puis l'étirer, comme ça. Puis vu que j'ai sélectionné juste la zone au lieu de sélectionner le blueprint au complet, ben ça va juste étirer cette zone-là, puis ben j'ai mon point de spawn qui est resté. Puis même le point de spawn, je j'ai pas d'idée exacte de l'utilité de faire ça, mais si vous voulez que votre spawn point soit quelque part, puis que vous voulez que je veux dire que votre détection soit quelque part, puis que le spawn point soit ailleurs, ben vous allez juste le prendre puis le déplacer, comme ça. Puis comme ça, techniquement, quand je détecte là, ça veut dire que je vais spawner là quand je vais mourir. Ok. Ensuite, on a le nouveau blueprint qui a été créé, qui est le hide zone. Le hide zone, ici, la manière que ça fonctionne, c'est que si vous voyez ici, j'ai acheté ce cube bleu-là qui est l'équivalent en fait du mesh 3D des hautes herbes. Et après ça, vous avez une petite zone à l'intérieur ici. La manière que c'était programmé, c'est que la hauteur de la capsule qui protège le joueur de la détecter est pile à la bonne hauteur pour être caché s'il utilise son bouton pour crouch. Fait que si le joueur est debout à l'intérieur de ça, il se fera pas. En fait, s'il est debout, il va se faire voir, mais s'il crouch, il va être caché. Fait qu'on va faire le test comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici comme ça. Fait que quand l'AI va passer et regarder dans cette direction-là, ben, je vais pouvoir me cacher dans les hautes herbes pour pas me faire voir. Voilà, comme ça. Euh, Fait en gros, quand vous allez le placer, l'important, c'est de justement, c'est de pas l'augmenter comme ça. À moins que ce soit vraiment que vous vouliez faire des hautes herbes. Mais si vous l'augmentez plus que ça, le personnage va être caché même s'il est debout. Fait que c'est à vous de voir, mais cette hauteur-là, c'est la zone parfaite. Fait que si jamais vous voulez l'agrandir, agrandissez-la juste avec, comme je vous ai montré, les deux scales sur les côtés, puis pas sur le haut. Fait que si on fait play, puis on se rend là-bas, avant que notre travail est fini, je vais ramasser mon spawn point en passant. Comme vous voyez, il a disparu. Là, notre AI va rester là 4 secondes comme c'est prévu. Fait que là, je me suis crouch. Même pas d'équipe. Si je me uncrouch, j'ai été détecté. Là, je peux me cacher dans les autres arbres, puis là, il a perdu ma présence. Fait que l'autre diable, c'est intéressant d'en mettre un peu partout. Comme ça, si jamais votre joueur se fait détecter, ça va attirer le Wendigo, mais il va peut-être pouvoir se cacher dans les hautes herbes ailleurs. Et finalement, la dernière zone, c'est la Soundmaker. C'est à vous de décider si vous voulez l'utiliser ou non, mais puisque le Wendigo détecte les sons, ça peut être intéressant de les utiliser. L'intéressant, en fait, c'est de mettre un truc qui a l'air visible. Fait que, mettons, vous pouvez mettre un bloc rouge au sol et dire que ça, c'est des tas de feuilles. C'est vrai ça, ben, si moi, quand je vais tester le niveau, je pile sur ce tas de feuilles-là, vous avez juste à agrandir cette zone-là pour qu'elle fasse la taille de votre tas de feuilles. Puis ça va faire en sorte que quand je vais passer dedans, ça va faire un son. La manière que ça fonctionne, c'est que ce son-là, pour l'instant, c'est une explosion qui peut faire mal aux oreilles. Fait que faites attention à votre son. Et ça attire, en fait, comme je disais, les airs, puis c'est placé ça appelle sur une distance. Fait que le Wendigo a une ouïe extrêmement développée puis entend de très loin.
Fait que si jamais vous le mettez là, ben, il va l'entendre. Mais les Flying AI comme ça, ils ont une ouïe moins longue. Fait que si jamais, mettons, c'est vous craquez sur une feuille, il y a une chance que le Wendigo vous entende de loin, mais que les AI qui est juste ici, du Flying AI, vous entendent pas, dépendant de sa zone d'audition, on peut dire. Est-ce que j'avais mis ça en variable? Non, c'est ça. Ok. Fait que c'est vraiment juste, c'est une zone pour faire du bruit. Fait que c'est à vous de décider. Voilà, c'est le tour pour les blueprints. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire, mais ça fait le topo. Bonne soirée. Bye bye.